J'ai voulu faire cette stimulation cérébrale parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre option pour essayer, tenter d'aller mieux et pour enfin canaliser le TOC. J'allais devoir apprendre finalement à vivre avec ces électrodes et puis avec tout ce qu'elles allaient transformer chez moi. Allez, hop, ok. Ouais, allez, viens, c'est bien. Donc pour moi, c'était la proposition qui allait changer, qui allait tout changer et qui allait faire que j'allais guérir. Corinne a 46 ans. Cela fait plus de 30 ans qu'elle vit avec des troubles obsessionnels compulsifs sévères. Depuis son adolescence, ces TOC ont pris le dessus sur sa vie. Il y a 25 ans déjà, sa maladie a été documentée. Son premier TOC important, c'est à l'adolescence qu'il apparaît. Malgré un rapport sexuel protégé, elle a la certitude d'être enceinte. Ni l'arrivée de ses règles, ni les 2 tests de grossesse négatifs ne la rassurent. Elle continue à être rongée par le doute. Un peu plus tard, c'est un TOC lié à la conduite qui survient. Elle est sûre qu'elle représente un danger pour les autres, qu'elle provoque des accidents sans s'en rendre compte. L'idée est tellement angoissante qu'elle arrête de conduire pendant plusieurs mois. Ces TOC ont pris une telle place dans mon existence que ça a stoppé beaucoup de choses. J'avais commencé des études, j'ai dû les arrêter parce que votre esprit, il est tellement assiégé qu'il n'y a pas de place pour autre chose que pour les espèces de ruminations mentales, les vérifications, et encore une rumination, et de nouveau une vérification. Et c'est éreintant, et ça vous prend des journées entières. Corinne suit des traitements, des thérapies et essaye différents types de médicaments. Et même s'il y a des améliorations, les TOC résistent et finissent toujours par revenir. Jusqu'à ce qu'on lui propose une opération, à l'époque inédite, dans la gestion des troubles obsessionnels compulsifs. J'ai eu la chance de rencontrer une psychiatre en 2011 qui m'a parlé pour la première fois de la stimulation cérébrale profonde. Donc on pose des électrodes dans le cerveau. Et ces électrodes permettent de casser la boucle du TOC. Parce que le TOC, c'est une rumination constante, chronique. Et puis avec ces électrodes, on arrive, avec l'impulsion électrique, à casser le doute, à casser le rythme du TOC. On le dérange en quelque sorte. Donc pour moi, c'était la solution miracle, c'était magique, on me proposait ça et j'ai pas réfléchi. C'était immédiatement, j'ai accueilli ça à bras ouverts. Cette intervention, la stimulation cérébrale profonde, se pratique au CHUV et au HUG. Il s'agit d'implanter des électrodes dans le cerveau. Corinne a bénéficié d'une opération similaire à celle qu'on voit ici. C'est ce type d'implant qu'elle a reçu il y a 9 ans. Elle vit désormais avec des électrodes dans le cerveau et un boîtier extérieur qui permet d'effectuer les réglages. À l'époque, cette opération avait généré beaucoup d'espoir. De cette opération, j'attendais une guérison totale. J'attendais peut-être de devenir un peu quelqu'un d'autre, déjà de reprendre ma vie où je l'avais un peu laissée avant le TOC. Et j'attendais peut-être un truc un peu magique qui ne s'est pas produit. Du point de vue médical, l'opération de Corinne est une réussite. Mais son rêve, celui d'une guérison totale, a été déçu. Le décalage entre attente et résultat lors de ce type d'intervention, c'est le sujet de la thèse de Michalina Radomska. Elle est psychologue et spécialiste des processus de guérison. On n'a pas vraiment encore de modèle qui nous expliquerait comment on apprend à guérir d'une maladie. D'une part, il y a toutes les exigences que la personne reçoit liées à l'intervention, les bénéfices de l'intervention, mais aussi toutes les éventuelles séquelles, les difficultés de la période de convalescence, mais aussi la personne doit faire face à toutes les attentes de l'entourage, le désir de réaliser ses propres attentes. Il y a tout intérêt, en fait, de travailler avec la personne, la manière dont elle va s'imaginer les changements dans la période après le traitement
et si besoin, modifier, remplacer ces attentes ou ces espoirs qui sont démesurés ou irréalistes par des buts qui sont plus spécifiques, atteignables, etc. Avant l'opération de Corinne, la question de l'après-maladie est abordée, mais d'une manière qui la laisse perplexe. En fait, on m'a posé une question très particulière qui résonne encore aujourd'hui. On m'a dit, par quoi est-ce que vous allez remplacer le TOC? Je me suis dit, mais comment? Ça paraît évident que par quoi je vais remplacer le TOC. Ça paraît évident. Je vais remplacer par ça. Je vais faire du théâtre. Je vais reprendre mes études. Je vais devenir prof comme je l'avais envisagé. Je vais avoir une classe à moi. Je vais briller, quoi. Et puis, en fait, quand vous commencez à réfléchir, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment la vie? Maintenant, la vie aujourd'hui telle qu'elle est, elle est pas comme ça, ma vie. Le TOC, il est maintenant un petit peu bien canalisé, pour dire la vérité. Mais il n'empêche que ma vie à moi, elle n'est pas remplie autrement que par des choses de tous les jours. Simplement de pouvoir écouter quelqu'un parler jusqu'au bout sans avoir une pensée intrusive, d'écouter mon mari me parler, me raconter quelque chose sans avoir le TOC qui reprend le dessus sur notre discussion. C'est juste des choses tellement évidentes pour tout le monde, mais qui sont pour moi magiques, simplement de faire un repas, par exemple le repas de Noël, on est tous ensemble, et le TOC, il n'est pas là. Et ça, c'est juste magique, c'est juste... Avec le temps, Corinne apprend à composer avec les améliorations que l'opération amène et se construit une vie qui lui convient. Les opérations du cerveau génèrent souvent beaucoup d'attentes chez les patients, que ce soit pour soigner les TOC ou d'autres maladies. À tel point qu'au CHUV, ces attentes sont désormais évaluées par le corps médical. C'est un patient qui présente une maladie de Parkinson, développée de manière précoce. Au niveau du handicap et des symptômes cliniques, le patient se présente au stade de fluctuation motrice. Il présente un impact majeur sur le moral. Lui, il attend en fait de reprendre sa vie là où il l'avait laissée. Ouais. Sur le plan émotionnel, comment il est ce patient actuellement? Je pense que l'idée de l'opération, ça crée en fait une idée que tout va changer, et donc une perspective très heureuse. La psychiatrie de liaison est également très attentive aux espoirs de l'entourage. En médecine, on est rarement dans quelque chose de noir-blanc. Il y a quand même des zones plus difficiles qui persistent dans de très nombreuses situations. La maladie est guérie, mais la personne reste dans une certaine fragilité plus personnelle, plus émotionnelle. Le risque, c'est de penser qu'il n'y a plus aucun problème. Le risque aussi, c'est que, par exemple, l'entourage pense que la question est réglée et tient moins compte des zones de difficulté de la personne en question. On va préparer cette commande. Les croissants sont là, le 30 est là. Tac. Je pense que mon entourage avait des attentes plus importantes que moi, dans le sens où on vous opère et puis vous guérissez. C'est obligé. Pour les gens autour de moi, c'était ça. Je vais reprendre un travail à 100%, je vais recommencer le théâtre, je vais faire des enfants. Je sentais que je pourrais pas, que la maladie, elle était là et qu'il fallait pas non plus qu'on l'oublie. Ça m'a beaucoup perturbée aussi parce que, comme c'est une maladie qui se voit pas, j'ai eu l'impression aussi parfois qu'on l'oubliait, que les gens, l'entourage autour de moi, oubliaient que j'avais un TOC. Et ça m'a beaucoup perturbée. Parce que j'avais envie de leur dire, ça va mieux, mais c'est pas quand même non plus la guérison totale. Donc, oubliez pas juste que je suis malade d'un trouble obsessionnel compulsif. Oubliez pas. C'est important que vous oubliez pas.
C'est un des grands drames des maladies invisibles, par exemple. Des personnes qui souffrent de maladies chroniques qui ne sont pas visiblement handicapantes, mais qui sont quand même invalidées par leur maladie, se plaignent beaucoup de ne pas être reconnues comme malades par les autres. Le récit des autres n'inclut pas cette part essentielle de leur identité. Et c'est comme devoir porter tout seul une part du récit que normalement d'autres devraient solidairement porter également. Samia Hurst est médecin et bioéthicienne à Genève. Le récit des malades et des anciens malades est au cœur de sa réflexion. Elle s'intéresse en particulier à la manière dont les patients se racontent et comment ils intègrent la maladie dans leur histoire. C'est ce qu'on appelle la médecine narrative. Quand on demande à quelqu'un « qui êtes-vous ?», la plupart des gens vont vous raconter une histoire. Évidemment, une maladie, c'est un épisode important dans cette histoire. Et ça veut dire que quand on tombe malade, c'est notre histoire qui change. C'est notre identité, quelque part, qui change aussi. Et ça, je pense qu'on le comprend tous très intuitivement. Là où ça devient plus compliqué, c'est que quand on guérit, eh bien, c'est pas comme avant. En fait, la guérison aussi fait partie désormais de notre histoire. Et on a une histoire de quelqu'un qui a eu une maladie et qui a guéri, plutôt qu'une histoire de personne en bonne santé avant, enfin, qui n'est jamais tombée malade. Peut-être une comparaison qui parlera à plus de monde, c'est si vous avez fait un voyage long, un séjour long à l'étranger, quand vous revenez, vous avez l'impression que ça va être comme avant. Puis en fait, non, c'est pas comme avant. Parce que même si le lieu où vous revenez n'a pas changé en votre absence, vous avez changé dans l'intervalle. J'ai eu mon cancer à l'âge du Christ, 33 ans. Ouais. Et puis maintenant, j'en ai 40. Je me plaignais de mon dos, Donc j'ai essayé chez mon physio de faire des choses, j'ai essayé chez plein de gens. Puis à la fin, c'était intenable, quoi. Je n'arrivais quasiment plus à dormir. J'ai repris rendez-vous avec un rhumatologue que je connaissais par le biais du magasin que j'ai. Le lendemain de ce rendez-vous, j'étais convoqué chez mon oncologue, Madame Mercier, là, et cette dame, elle m'a tout de suite dit, vous avez ça, pouf. Vous avez un cancer, mais on ne sait pas ce que vous avez. Tellement c'est grave. Jérémy vit dans le Jura, à Courtétel, près de Delémont. Quand il tombe malade, il est le jeune papa d'une petite fille de 6 mois et s'occupe d'un magasin de sport dont il est le propriétaire. Un mois après, j'avais mon diagnostic sûr qui disait « Vous avez un cancer de testicule, on est heureux. » Ah bon? Oui, parce qu'en fait, c'est le meilleur diagnostic qu'on pouvait imaginer, quoi, par rapport à comment j'étais. Donc là, le surlendemain, on n'a même pas eu le temps de me mettre un cathéter ou bien d'opérer la tumeur. C'était directement chimio générale pour voir comment je réagissais. C'est des cancers qu'on connaît bien et puis qu'on guérit. Par contre, ce qui n'était pas classique, c'était que c'était un stade 3. Ils m'ont fait des coutures ici pour enlever des ganglions qui étaient venus comme ça grands, quoi. Alors quand tu te réveilles un matin et puis tu vois ça fait un peu drôle, quoi. Vous le vivez comment, cette période de traitement? Comme un guerrier. Moi, là, j'ai eu une réaction qui était comme ma personnalité. Ça veut dire je prends et puis j'y vais, quoi. Alors j'ai pris, j'y suis allé. Coucou Jeanne. Moi aussi je déjeune. Regarde. Et puis apparemment, je rentre samedi. Même que je devrais être sous le fauteuil. Ça va. J'ai toujours été un rêveur, moi. Et je me suis jamais vu dans une tombe, quoi. C'était pas possible. Moi, je devais m'occuper de ma gamine, quoi. C'était vraiment le moteur, ça, qui m'a tiré en avant. Maintenant, pendant ces périodes-là, t'es tellement dans l'action-réaction, on a une capacité de vouloir vivre énorme, je trouve, mais tellement gigantesque que tu penses pas à ça. Là, j'étais pas encore dans la déprime, du tout. Pas du tout. J'étais dans la guérison, je gérais mon magasin avec ma chimio dans le bras, quoi. Bah oui, je peux pas faire autrement. C'est venu plus tard. Le souci, c'est venu plus tard, le moment où ma normalité, elle est plus comme celle des autres, on va dire. Ce qu'on pourrait appeler un souci psychologique, pour certains. Voilà. Je vais commencer à désinfecter en haut, puis après on passera en bas. Frédéric Ries est chirurgien aux hôpitaux universitaires de Genève.
Il opère régulièrement des patients atteints de cancer. Des patients dont la guérison ne s'arrête pas aux portes de la salle de réveil. Souvent, il y a une phase pendant laquelle ils doivent se battre, où ils ont un cancer. Un cancer, c'est un mot qui fait peur. Donc, ils vont devoir se battre contre le cancer. Il y aura probablement une opération. Il y aura des discussions multidisciplinaires. Il y aura peut-être une chimiothérapie, peut-être des rayons. Et puis, tout là, on est dans une phase où on se bat. Et puis, tout à coup, il y a un moment où on a été opéré. On a eu la chimiothérapie, on a eu la radiothérapie. Puis, on est dans une phase de rémission. Toute cette action de combat devient en fait une action d'attente où on doit retrouver sa vie normale et on sort de cette zone de combat et on entre dans une zone de guérison. Je pense que guérir, ça s'apprend. Je pense que nous, on les aide, on les guide sur le chemin de l'apprentissage de la guérison. Et puis ensuite, c'est vrai que certains arriveront plus facilement que d'autres. Certains seront plus combatifs que d'autres, mais c'est pas forcément facile. Et donc, vous guérissez? Oui. C'est-à-dire, en plus de guérir, ils me le curent. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de guérison dans les cancers. Non seulement ils ont enlevé les effets des ganglions, etc., mais en plus, ils ont tué la bébête complètement. L'après-maladie, c'est la course à je veux retrouver ce que j'ai perdu. C'est se dire, je faisais tout ça, j'aimais ça en plus, parce que j'étais indépendant, patron, donc j'ai eu la chance de travailler toute ma vie dans ma passion. Et tu cours après ça, quoi. Retrouver ce rôle de papa, retrouver des choses, mais c'était pas facile. T'es 2 ans hors système. Après, tu dois retourner là. Pouf, du jour au lendemain. Puis à 100%, pas à 20%. Je l'ai fait, mais je l'ai supporté 3 ans. Puis là, j'ai fait dépression, burn-out, tout ce que vous voulez. Le nom que vous avez envie, ça, je m'en fous. Tout ce qui se passe, c'est que le matin, je pleurais dans mon lit, puis je ne pouvais plus me lever. Ne sachant pas à qui s'adresser, Jérémy appelle son oncologue qui le dirige vers un établissement psychiatrique où il passe 3 semaines. Suite à ce séjour, il entame un travail psychothérapeutique qui l'aide encore aujourd'hui. Il est suivi au pôle santé mentale à Bienne, où l'on retrouve Michalina Radomska. Donc le seul désir, la seule attente était de survivre. C'est la vie, quoi. Ouais. Et ouais. Moi, j'avais un médicament psychique que peu ont. C'est une petite fille de 6 mois, quoi. Ça, je pense que c'était mon meilleur médicament. Je me disais, purée, moi, sans papa, comment j'aurais fait? Et puis, je me mettais à sa place. Puis, c'était horrible. Donc c'était vraiment ça te tire en avant, quoi. Ça... Alors justement, on continue de réfléchir et de révisiter un petit peu votre parcours. Est-ce que vous arriverez à dessiner sur le tableau une ligne qui représenterait ce parcours? À quoi cette ligne ressemblerait? Oui. Elle ne veut pas être toute droite, en tout cas. Si je me permets, je vais mettre le truc là. On met le point plus bas. Ouais, parce que là, j'étais vraiment quand même au fond. Hein. Il y a quand même une petite montée psychologique de plus être à l'hôpital et puis d'être à la maison, puis de voir sa fille. J'ai retravaillé, trouvé une maison avec ma fille. J'ai encore plus travaillé. Et puis tout d'un coup, que je suis allé voir mon oncologue, j'ai dit, ça fait 3 semaines que je pleure, tous les matins, ça va plus. Puis là, j'ai rencontré des professionnels de la santé, de la tête, pour la première fois de ma vie, en fait. Et là, j'en ai pas tellement eu avant. Mais ce qui est sûr, c'est que ce monsieur qui était là, c'est plus du tout le monsieur qui est ici. Hein. Ouais. Alors, physiquement, il est là, ça n'a pas changé. Il a peut-être changé la coupe de cheveux, mais on grandit de nos expériences. Donc, c'était une expérience, quelque part. Donc, j'ai grandi. Ça me fait droit les frissons. Ouh là là.
Mais il y a des points où on grandit. Il y a des choses où on n'est pas meilleur qu'avant. Au CHUV, le psychiatre Alexandre Bernet est sensible aux changements que vivent les malades. Il y a une vulnérabilité qui persiste, notamment aussi au niveau émotionnel. Des personnes ont traversé des épreuves vraiment difficiles et il en reste une trace, que ce soit dans la mémoire, que ce soit dans la façon d'exprimer ses émotions, que ce soit dans le niveau d'énergie, même si finalement ça ne se voit pas, si on veut. S'il y a un accompagnement, s'il y a un soutien, ça donne de meilleures chances finalement à une reprise où la maladie prend quelque part petit à petit de moins en moins de place. Je suis peut-être devenu un petit peu trop fragile par rapport à l'empathie que je donne à ma fille par rapport à ses blessures et ses maladies, quoi. J'ai peur. Un petit peu, parce que c'est ma descendance, puis moi j'ai eu ce que j'ai eu, puis j'ai peur, j'ai pas envie qu'elle passe par là. J'ai demandé à tous les médecins déjà si c'était pas héréditaire, si c'était... c'est un truc qui me... Ouais. J'espère que c'est pas de ma faute, voilà, bref, j'essaie de... Voilà. Avant, je me posais pas de questions. J'étais innocent, j'avançais, j'y allais, quoi. Fallait toujours... Et maintenant, disons, je suis plus posé. Alors, je prends le temps de réfléchir un petit peu sur des choses, et puis je me dis... Ouais, non. Et puis, si je sais pas, je fais pas. J'ai eu ce que j'ai eu, je suis passé près de la mort, à 2 reprises. C'est ma vie, j'en ai qu'une. Est-ce que je vais continuer de faire tout ça comme je le faisais avant ? Je dirais, ne vous faites jamais opérer uniquement pour le but de perdre du poids. Il faut avoir d'autres buts. Juste les chiffres, le poids ne résout pas votre problème. Maria a 54 ans. Il y a 10 ans, elle subit un bypass gastrique. Lorsqu'elle est opérée, la perte de poids, rapide et conséquente, fait émerger des blessures psychologiques enfouies. L'obésité, elle n'a pas toujours été là. En étant petite, je faisais de la danse classique que j'ai fait jusqu'à 15 ans. C'était hyper difficile parce qu'on avait un yogourt avec une pomme, et puis la pomme, il fallait la partager en 4, diviser par 4, la tremper dans le yogourt et la faire durer vraiment le plus longtemps possible. Donc, non, j'étais pas obèse à ce moment-là, non, pas du tout. Mais vraiment, être peut-être en surpoids, oui, ça m'est arrivé d'être en surpoids. Il y a eu mes grossesses, voilà, donc on prend quand même un peu du poids. Mais vraiment, la grande obésité commence qu'en 2009-2010. Maria a alors 40 ans. Chez elle, l'obésité s'installe rapidement. Et comme c'est souvent le cas lors d'une prise de poids brutale, Maria se trouve dans une période de grande détresse émotionnelle. Une détresse liée au fait qu'elle empoigne enfin, par le biais d'une psychothérapie, des traumatismes qu'elle porte depuis l'enfance. Plus je sortais les mots dans cette thérapie, plus j'avais besoin de compenser par l'alimentation. Enfin, je le vidais d'un côté, mais j'avais besoin de le reprendre que ce que j'avais vidé autre part. Donc, je me nourrissais. Mon succès à atteindre était de vider le plus possible tout ce que je portais. Je voulais libérer mon cœur, mon âme, mes démons. Mes démons. Et là, vous prenez beaucoup de poids en peu de temps, c'est ça? Oui, en 4 ans, je crois. Vous arrivez à combien de kilos avant de vous faire opérer? 117, 116,5, 117, ouais. Paradoxalement, voilà, je me nourrissais tellement pour m'éloigner un peu de tous ces problèmes que j'arrivais à vider et de m'éloigner un peu des problèmes et des gens, de tout ce que j'avais pas supporté
depuis mon enfance, parce que j'ai porté quand même pas mal de secrets depuis mon enfance jusqu'à quand je me suis mariée et même après mariée. Il y avait beaucoup de choses en moi que je n'avais pas envie de raconter et que je pensais qu'il fallait pas les raconter et que c'était pas bien de raconter. Comme ce sont des choses qui ne devaient pas sortir, Maria se protège derrière toujours plus de kilos jusqu'à mettre sa santé en danger. Des kilos qu'elle n'arrive pas à perdre. Elle opte alors pour une chirurgie bariatrique. L'opération est un succès et elle retrouve rapidement un poids santé. Mais le poids invisible de ses traumatismes, lui, n'a pas disparu. Elle est toujours suivie par le médecin qui l'avait accompagnée lors de son bypass. Au-delà d'un suivi classique du poids et du comportement alimentaire, elle apprend désormais aussi à domestiquer ses traumatismes sans les cacher derrière la nourriture et les kilos. Bonjour. Bonjour. Voilà. Venez avec moi. Merci. Alors, j'espère que mon poids s'est stabilisé parce que, Vous êtes inquiète? parce que ça m'inquiète toujours, oui. Voilà. Comme vous le sachez, je ne me pèse pas à la maison, donc je préfère me peser avec vous. Et... Okay. Alors, on va vérifier. On va aller voir. Ouais. Avec anxiété. Non, mais vous savez qu'aujourd'hui, vous venez de manger, donc c'est forcément un petit peu plus. Mon pantalon, il doit être lourd, mon collier. Oui, on est à peine au-dessus de la dernière fois. Même pas 1 kilo. Vous êtes un peu plus optimiste que moi. Non, mais pas les mêmes émotions. Non, pas les mêmes émotions. J'ai essayé à nouveau. Des situations où l'évolution pondérale est satisfaisante, mais pour autant, le quotidien des patients n'est pas simple. C'est fréquent, c'est même la plupart. Parfois, je leur dis, vous allez quitter une maladie pour une nouvelle maladie. C'est du patient opéré. C'est-à-dire que ça va demander une attention à la santé qui n'est pas évidente. Puis, il faut pouvoir être là s'il y a des moments difficiles. C'est pas de moi, mais on a l'habitude de dire que faut considérer que l'obésité, avant d'avoir été un problème, c'était une solution. Donc, il faut que le patient soit prêt à se passer de cette solution. La question de la protection, c'est quelque chose qu'on entend souvent, la cuirasse, le bouclier, enfin, voilà. Et ça, peut-être, c'est une manière de garder un certain contrôle sur la distance à l'autre. C'est un paradoxe dans le parcours médical de Maria. La perte de poids, qui améliore sa santé, la prive d'une protection au niveau émotionnel. Plus je perdais du poids, plus je m'approchais des gens. Donc du coup, quand les gens ils me serraient la main, du coup, on était beaucoup plus près. Et alors qu'avant, on est gêné parce qu'on a du gras, toutes ces bourrelets, une grosse poitrine, enfin un gros visage qui a l'air d'exploser. Et quand vous prenez quelqu'un, il y a quand même une certaine distance avec votre intérieur. Alors que quand vous commencez à maigrir, de plus en plus, on est plus près. Donc, il faut faire aussi un choix de dire, OK, je vais faire la bise à tel, mais peut-être là, je commence à savoir se positionner pour ne pas être à chaque fois attaqué à travers tout ça. D'un côté, vous perdez du poids et c'est extrêmement flatteur, hein. Du coup, on rentre un peu dans la normalité d'un physique tout à fait normal, quoi. Enfin, voilà. Mais le bypass ne vous opère pas du cerveau. C'est pas possible. Enfin, j'aurais bien voulu. J'ai posé plusieurs fois la question si ça existait, mais ce n'est pas. C'est à nous de faire ce travail. À Pâques 2021, j'ai rencontré Gaëtan. Et là, j'étais debout. Et je lui ai expliqué, voilà, j'ai eu des soucis de santé. Je ne peux pas te promettre que peut-être qu'un jour je serai en fauteuil, peut-être pas. Mais voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Je marche, mais je ne peux plus marcher comme je marchais avant. Je ne peux pas courir. Et puis voilà, mais pour l'instant, je marche. Moi, 3 mois. Sandra a 39 ans. Il y a une dizaine d'années, des troubles neurologiques fonctionnels font irruption dans sa vie. Invisibles mais très invalidants, ces troubles la contraignent à passer plus de 5 ans en fauteuil roulant. Là, ça bouge complètement involontairement ou c'est vous qui... Ouais. Vous contrôlez pas du tout les mouvements, là?
L'histoire médicale de Sandra commence quand un jour, ses membres ne lui obéissent plus. À partir de là, son état de santé fluctue. Elle vit des périodes où elle récupère la marche, d'autres où elle marche mais aidée de béquilles, et d'autres où elle est en fauteuil roulant. J'étais pas paraplégique, donc je pouvais me mettre debout. À l'intérieur, je pouvais me déplacer un petit peu d'une façon. Et pour des très courtes distances, je pouvais utiliser des béquilles à l'extérieur. Mais dès qu'il fallait être autonome ou voilà, j'arrivais pas. Pendant des années, la vie de Sandra est ponctuée par des passages aux urgences et des séjours à l'hôpital. Une errance médicale accentuée par l'incompréhension et les a priori qui entourent sa maladie. J'ai dû aller voir un médecin, trouver un médecin, et ce médecin m'a dit moi je pense que je vais vous faire des exercices physiques. J'ai dit mais je suis déjà à bout, vu que je sais comment mon corps, quand j'arrive à ce stade-là, je peux plus. Et il m'a dit mais vous savez madame, on est en Suisse il faut travailler. Donc moi je pense que les gens comme vous c'est des gens fainéants. Donc il faut que, voilà, on va vous faire du sport. Donc il m'a fait faire un test de vélo. Donc j'ai pédalé, il m'a dit pédaler. Jusqu'à ce que les muscles se bloquent tout seuls. Puis il m'a dit, mais pourquoi vous arrêtez? J'ai dit, c'est pas moi, c'est mes muscles. J'ai dit, je vous ai dit, à un moment donné, voilà. Et de cet exercice-là, ça m'a mis 3 jours en fauteuil. 3 jours où je pouvais plus du tout marcher. Beaucoup de patients nous rapportent presque tous toujours de ne pas avoir été pris au sérieux. Ça peut être qu'ils n'ont pas été pris au sérieux lorsqu'ils arrivent aux urgences, avec une équipe soignante qui reconnaît assez vite que c'est un trouble fonctionnel, mais qui va plutôt être évitante, voire parfois ricaner entre eux. On peut parfois être interpellé comme médecin, soignant, mais comme peut-être proche de ces patients, de voir une patiente peut-être comme Sandra, qui est absolument incapable de marcher par moment, mais qui va pouvoir à d'autres moments tout à fait bien marcher. Selma Aybeck est neurologue à l'université de Fribourg. Ses recherches se concentrent sur ces mystérieux troubles neurologiques fonctionnels. C'est elle qui va aider Sandra à comprendre sa maladie et à prendre le chemin de la guérison. On ne connaît pas là ou les causes exactes, mais on connaît de mieux en mieux les mécanismes. On sait maintenant que c'est des dysfonctionnements de certains réseaux cérébraux. Alors, elle m'explique que c'est un dysfonctionnement au niveau du cerveau, que le corps fonctionne, tout fonctionne, toutes les connexions sont là, voilà. Mon corps sait comment marcher, il peut le faire, mais au niveau des connexions du cerveau, ne se font plus correctement, en fait. Allez, 1, 2, 3, on enjambe. Elle m'explique ça, j'en suis pas plus convaincue, parce que c'est difficile à comprendre ou à accepter, ou voilà. Parce que vous avez toujours ce côté, mais si c'est mon cerveau, si tout fonctionne, donc c'est dans ma tête. Donc, quand on veut, on peut. Donc, ou si je veux, je peux. De la même façon, je peux changer de... Oui, alors essayez, la technique que vous voulez. Ah, comme je veux. Oui. Ok, merci. Là, vous essayez de marcher normalement comme le physio vous a appris, c'est ça, hein? Non, comme vous m'avez demandé. Voilà, oui, de marcher le plus droit possible. Non, alors revenez le plus efficacement possible, comme si vous étiez à la maison maintenant et que vous devez vous déplacer, justement, comme vous faites chez vous. Et puis, au fait, ça ne marchait pas, le si on veut, on peut, ou si lève-toi et marche. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. Et surtout que je me dis toujours, de toute façon, c'est dans ma tête. De toute façon, je suis folle. De toute façon, les personnes adoptées, on est des gens pas stables, voilà, donc c'est un peu le cliché de la société, un peu. En fait, j'étais arrivée dans un moment de ma vie où j'entendais tout le temps, dans ma tête, ce qu'on m'avait dit dans mon enfance. Ah, mais t'es nulle, t'arriveras à rien, tu seras assistée.
Et finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de boulot, on ne vous prend pas au sérieux, vous êtes à l'aide sociale, donc vous êtes assisté, et en plus vous êtes en fauteuil roulant. Donc vraiment, enfin, voilà, vous arrivez à... Puis on se dit, mais finalement, ce qu'on m'a prédit, c'était vrai. Tous ces éléments rendent plus difficile encore le processus de guérison. D'où l'importance d'intégrer le parcours de vie dans les soins. Ce qui est aussi très important, c'est tout l'accompagnement plus large de la personne. On aime bien voir ces troubles dans leur modèle bio-psycho-social, c'est-à-dire qu'il y a un problème évidemment biologique dans le corps, c'est pour ça que les patients viennent nous voir, mais ça a un impact sur la vie sociale et sur la vie psychique, puisqu'on peut développer aussi une dépression, d'avoir ces symptômes, etc. Donc le traitement et l'accompagnement va se faire vraiment sur la personne dans son ensemble. Alors l'identité, les changements, c'est vrai que pour les patients sur le long cours qui se sont nettement améliorés, on observe souvent un changement de vie aussi. Alors, de savoir si c'est la cause ou la conséquence, je ne saurais pas vous dire. Parce que peut-être on suggère que c'est le changement de vie qui va amener la guérison. C'est probablement les deux. Le symptôme a une influence évidemment sur la vie sociale, émotionnelle, psychique, relationnelle. Et l'inverse est vrai aussi. Un processus de guérison qui demande forcément du temps et de l'attention. Ça a pris 5 ans, 5 ans. Donc je faisais de la physiothérapie. On continue pendant 5 ans. J'avais un psy et j'avais mes groupes de thérapie de TCC. J'avais un infirmier psy qui venait régulièrement à la maison. Et j'ai aussi découvert la foi chrétienne qui m'a beaucoup aidée, en fait. Si la dimension spirituelle a joué un rôle, l'amour l'a aussi aidé dans son parcours. Comme ça, tu peux tenir juste. Je sais pas si je me sens guérie ou pas guérie. Je pense que je sais que c'est toujours là, que ce sera une faiblesse. Peut-être qu'elle a toujours été là et puis qu'il suffisait d'une étincelle au bout d'un moment pour la faire jaillir. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire être guérie? Est-ce que ça veut dire être comme avant? Donc de toute façon, je ne serai jamais comme avant. Je pense qu'on passe sa vie à travailler sur soi, à guérir. Il y a des blessures que peut-être qu'on ne pourra jamais vraiment guérir, qui seront toujours là. Jérémy, Corinne, Maria et Sandra ont en commun d'avoir été entourés, que ce soit par leurs proches ou par leurs soignants. Ce qui est capital pour tout chemin de guérison. Alors, c'est clair que les professionnels de la santé, ils ont une certaine expérience de voir des personnes traverser ce chemin qui peut être utile pour les accompagner dans les différentes étapes. Mais c'est pas quelque chose qui fait traditionnellement partie des tâches de la médecine, ça, en fait. Le problème, c'est que ça fait pas partie traditionnellement des tâches de quiconque. Et le résultat, c'est que beaucoup de patients se retrouvent un peu tout seuls. Ils se retrouvent sans aide. Parce que c'est aléatoire, au fond. Est-ce qu'ils ont un médecin qui va reconnaître cette composante et être capable de les y aider? Est-ce qu'ils ont dans leur entourage quelqu'un qui va reconnaître cette difficulté, être capable de les y aider ou pas?